Spotlight spécial femmes. Cette émission a été enregistrée en partenariat avec Le Stream, en présence de Johan Sardé, Menro, Laetitia Rattan, Léa Baudin et Brigitte Baronnet. Parlons maintenant de cinéma. C'est pas un scandale, un scandale. Scène 6, première. Action. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte ? Parce qu'elle refuse ce mariage. Quelle place pour les femmes à l'écran ? Quel regard porte-t-on sur elles ? Et une autre question directement liée, quelle place pour les femmes dans le monde du cinéma, qu'elles soient réalisatrices, scénaristes, productrices, actrices, techniciennes ? Quelle place pour les femmes dans le milieu de la critique cinéma, série, réputé très masculin ? La critique doit-elle être paritaire ? Plein de questions que l'on va se poser avec vous, Iris Bray et Marine Turki. Donc, c'est à la faveur de la Journée internationale des droits des femmes ce dimanche 8 mars. Mais bon, c'est un prétexte, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire cette émission. Alors je rappelle Iris Bray, vous êtes autrice, critique et universitaire, spécialiste de la question du genre et de ses représentations, et Marine Turki, journaliste à Mediapart au service enquête, spécialiste des affaires de violences sexuelles et sexistes, et c'est vous qui avez sorti le témoignage d'Adèle Haenel début novembre. On va donc parler de female gaze, ce premier point que nous allons aborder. S'il fallait le traduire simplement, c'est le regard féminin, plus précisément un regard qui donne le partage de l'expérience d'une héroïne avec les spectateurs et spectatrices. C'est une notion qu'on a vu fleurir particulièrement ces derniers jours dans les journaux avec la sortie de votre livre, Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et donc c'est toi, Laetitia, qui a lu le livre. Je vais te laisser la parole pour dire en quoi il est important, utile et en quoi il change aussi notre regard sur les œuvres. Alors, important, utile, vous allez le dire mieux que moi, je pense. Mais moi, ce que je voudrais un petit peu, c'est résumer un petit peu les deux notions fortes et que vous développez dans votre livre et vous insistez là-dessus. Deux notions qui ne s'opposent pas, mais qui apportent toutes deux un point de vue différent. Donc, je vais les définir brièvement avant de vous laisser nous en dire davantage, bien évidemment. Donc, la première notion, et tu l'as citée, Brigitte, est celle de male gaze, ou regard masculin. Donc, c'est une notion théorisée par la critique britannique Laura Mulvey en 1975, donc ça date un petit peu, et on y reviendra, et qui désigne un regard qui objective le corps des femmes, un regard qui les filme et nous donne du plaisir en les filmant comme des objets sexuels. Un regard qui a renforcé une vision de la femme comme objet, une vision de la femme que l'on regarde, que l'on prend, que l'on désire. Voilà, en réponse à cela, je résume, le female gaze serait un regard, donc, je vous cite, qui donne le partage de l'expérience d'une héroïne, un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, qui permet ainsi aux spectateurs et spectatrices de ressentir l'expérience de l'héroïne sans s'identifier à elle. Et ça aussi, la notion d'identification est très intéressante, je vous laisserai revenir là-dessus. Précision importante, ce regard qui renvoie à l'expérience du corps féminin n'est pas propre à tout regard féminin. Je m'explique. Il existe en effet des œuvres de réalisateurs qui adoptent ce point de vue-là, de même qu'il existe des œuvres de réalisatrices qui ne l'adoptent pas. Voilà, donc ça c'est très important. Et autre chose sur laquelle vous insistez, il ne s'agit en aucun cas de dire qu'une œuvre avec du female gaze est meilleure qu'une œuvre avec du male gaze. Votre livre nous aide surtout à identifier ces œuvres qui permettent de réinventer une manière de mettre en scène les corps, une manière de raconter des histoires, ensuite de les évaluer, et c'est là qu'on parlera de la critique, de les faire connaître et ainsi peut-être d'aider à casser certains stéréotypes en matière de représentation. Et je dirais même contribuer à faire réfléchir et avancer au sujet de l'égalité homme-femme. Donc ma question est la suivante, et je vais vous laisser la parole. Le concept de male gaze existe depuis les années 70. Les films avec du female gaze depuis les débuts du cinéma, comme vous le dites avec Alice Guy. En quoi ces concepts sont plus que jamais d'actualité et pourquoi est-ce qu'ils ressurgissent ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi est-ce que vous en parlez aujourd'hui ? Peut-être, je donne une mini-réponse, après la vague MeToo. Voilà, dans quel contexte s'inscrit cette prise de parole ? 50 questions là. Je pense qu'après la vague MeToo, on a commencé à beaucoup réfléchir au rapport de domination, notamment ce qui se passait sur les plateaux, mais on a commencé aussi à se poser la question de nos représentations, c'est-à-dire comment est-ce que les rapports hommes-femmes sont montrés dans nos films et comment est-ce que le corps féminin est filmé. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai du coup découvert le terme de male gaze pendant mes études. Et c'est vrai que c'était une question à laquelle je m'étais jamais vraiment intéressée à ça. Et une fois que je me suis rendu compte que la caméra filmait différemment les corps des femmes que le corps des hommes, je me suis rendu compte que toute ma construction de mon désir était passée en fait par ma cinéphilie et par le fait que j'avais appris à désirer en regardant comme des femmes, comme des objets. Et que du coup, la domination était aussi au cœur de comment on apprend à désirer
à travers les images. J'ai commencé aussi à me poser la question du female gaze, donc du regard féminin, parce que c'était un terme qui était beaucoup utilisé, mais qui n'était pas défini. Et quand il était utilisé, il était souvent utilisé comme synonyme de regard de femme. Et je pense que c'était une erreur, parce que je pense que toutes les femmes ne regardent pas de la même manière, et que c'était réduire vraiment le sujet. Donc, pour essayer, moi, d'apporter une définition, j'ai regardé beaucoup de films. Et je me suis rendu compte que la question, c'était pas tellement est-ce que je m'identifie avec le héros ou l'héroïne, mais est-ce que je partage son expérience. C'est-à-dire que est-ce que je ressens ce que l'héroïne traverse. Et je me suis rendu compte que cette expérience-là, de ressentir le corps féminin et d'être avec elle, ça existait depuis le début du cinéma. Ça existait depuis Alice Guy, depuis 1906. C'était le premier film que je trouvais où il y avait vraiment... je regardais ce film et j'étais dans la peau de l'héroïne. Et qu'en fait, ça paraît très simple, mais c'est des expériences et des films qui ont souvent été invisibilisés, ou même effacés. Et que ça me paraissait important d'écrire un livre aujourd'hui pour remettre en valeur ces films-là et pour remettre aussi en valeur l'expérience des corps féminins et d'arrêter de regarder des femmes à distance comme des objets, mais de regarder des films qui justement les regardent comme sujets et nous fassent partager leur expérience. On a montré une bande-annonce donc de la suite de Wonder Woman donc qui sort cet été et donc le premier volet est cité dans votre livre justement. Est-ce qu'il y a certains films que vous pourriez nous donner en exemple qui expriment ce female gaze? Il y en a peut-être le plus connu, ce serait Titanic, puisque en fait dans Titanic, on commence le film, on est avec Rose, qui est donc une personne âgée, et Titanic, c'est son flashback. Donc déjà, on est à l'intérieur de sa subjectivité, et elle nous accompagne dans tout ce récit par une voix off. Donc on est toujours avec Rose. Après, la caméra de James Cameron, à aucun moment ne la sexualise gratuitement, même quand elle se déshabille dans la scène où Leonardo DiCaprio la peint, fait un croquis sur son carnet. La caméra ne va jamais la filmer comme un objet, c'est-à-dire qu'on a toujours son visage, par exemple, et quand elle se déshabille, la caméra ne fait pas de gros plans sur ses seins ou sur son sexe, on reste sur l'échange de regards entre les deux. Donc on est toujours dans son expérience à elle et dans son ressenti à elle. C'est pour vous dire que le female gaze, ça peut être produit par un homme et ça peut aussi être un blockbuster. Et là, dans la bande-annonce que je viens de découvrir avec vous, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, Wonder Woman, elle est hyper sexy. Elle a une tenue où elle est très déshabillée, mais comment est-ce qu'elle est filmée? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. C'est quoi la mise en scène? Et vous voyez, ce qui est filmé, c'est ses pieds par terre qui arrivent, c'est ses poignets. Et à aucun moment on va avoir des gros plans sur ses seins ou sur ses fesses comme une James Bond girl. Là, ce qui est montré, c'est des attributs qui justement montrent que c'est un corps en action, un corps agissant, et que c'est pas juste un objet de désir, c'est aussi un sujet de désir. Et cette bascule-là, elle est hyper importante parce que ça nous présente une nouvelle manière de regarder les corps féminins et ça nous interroge aussi sur les rapports de domination. J'ai oublié de le rappeler en prenant les commandes, mais donc Yoann est là pour faire le lien avec le chat, voilà. Et on a vraiment envie de vous entendre, d'avoir vos questions. C'est le but de cette émission parce que voilà, on imagine et on espère qu'il y aura beaucoup de questions. C'est peut-être que vous voyez pas trop l'intérêt de dédier une émission à ce sujet, mais voilà, nous on y croit beaucoup en tout cas. Il n'y a pas encore beaucoup de questions, il faut que les gens se mettent dedans. Non, mais on a quand même des messages de soutien, je pense à Twitch, Hassel ou Maïsaki, j'espère que j'écorche pas les pseudos, qui disent Go Brigitte, t'es la boss. Ça doit être un ami là. Non mais c'est très bien, mais voilà, ou des gens qui disent ça apporte du neuf sur Twitch et tout ça, c'est très bien. North qui me plaint de devoir lire le chat, non justement, s'il y a des choses intéressantes qui vont y venir, ne me plaignez pas. Et pour terminer, c'est GTBXI qui nous dit c'est un peu dommage en plateau d'avoir que des gens d'accord, c'est justement pour ça qu'on a voulu mettre le chat en avant. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos remarques, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous tant que c'est cordial. Vraiment profitez-en, parce qu'on n'avait pas assez de place pour inviter plus de monde malheureusement, mais c'est vrai qu'on s'est dit que le chat ferait l'office pour faire apporter le contradictoire, on va dire. J'avais une autre question. Est-ce qu'il existe des films réalisés par des femmes qui produisent du male gaze? Plein. Bien sûr, parce que le male gaze, c'est souvent, ça fait partie ce qu'on appelle un inconscient patriarcal, donc ça veut dire que toutes les images qui sont arrivées jusqu'à nous et qui mettent en place ce regard masculin, évidemment, les cinéastes sont souvent des cinéphiles et donc sont aussi le produit des images qu'ils ont reçues et des codes qu'ils ont reçus. Donc le female gaze, il faut quand même réfléchir au code de mise en scène et de narration et décider de raconter les choses autrement ou de les filmer
autrement, parce que le regard majoritaire, c'est pas un regard neutre, c'est un regard masculin. Donc c'est une démarche souvent consciente de la part des réalisateurs ou des réalisatrices de réinventer les codes cinématographiques pour montrer le corps des femmes différemment. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont déjà pas envie de réfléchir à ces questions, et c'est totalement possible de ne jamais y réfléchir, qui ont aussi envie de reproduire ces codes de domination, et ça c'est aussi entendable. C'est-à-dire que l'idée de mon livre, c'est pas de dire il y a des bons films ou des mauvais films et il y a qu'une seule manière de filmer le corps des femmes. Je ne retire rien aux films qui produisent du male gaze. Il y en a plein de films, même que j'aime, qui produisent du male gaze. C'est juste de se dire ah bah tiens, il y a un nouveau corpus qui fait les choses différemment et ça peut nous enrichir de regarder ces films avec un nouveau regard. C'est comme si voilà, on enfilait des nouvelles lunettes et qu'on se disait bah tiens, j'enlève les lunettes et je vois le monde un peu différemment. C'est une expérience enrichissante et c'est pas censurer d'autres films ou dire qu'ils sont moins bien. Ce n'est que positif en fait. Il y a des questions qui reviennent, c'est est-ce qu'on peut juste, comment on écrit et comment définir, ce que veut dire male gaze, parce qu'il y a des gens qui l'écrivent de plein de façons différentes, qui font des recherches Alors, sur ça. donc male c'est comme masculin, M-A-L-E, et gaze c'est G-A-Z-E comme le regard en français. Voilà, donc regard masculin, regard féminin. Et il y avait une autre question, c'est, même si vous avez un peu répondu, c'est comment différencier les deux manières de filmer. Je prends peut-être moi un exemple bête, mais si Scorsese avait dû faire du female gaze sur Irishman, il aurait dû filmer comment. Je ne sais pas si c'est possible. Mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait une femme dans l'histoire pour faire du female gaze? Moi, dans la définition que j'en donne, oui, parce que je pense qu'il faut remettre les expériences féminines en avant. Donc il faut qu'il y ait une héroïne qui ne soit pas regardée à distance, mais qu'on soit avec elle. Je vais vous donner un exemple concret. Dans James Bond, quand la James Bond Girl apparaît, par exemple Halle Berry qui sort de l'eau, on va voir James Bond qui la regarde avec des lunettes, mais non, des jumelles, ça s'appelle, des jumelles, et le plan qu'on a, c'est on sait tout de suite qu'on la regarde à son insu. Donc elle sait pas qu'elle est filmée, qu'elle est regardée. Et la manière dont la caméra va nous montrer ça, c'est donc de faire un plan sur les jumelles, puis de nous la montrer qui sort de l'eau, et la caméra va épouser le regard de James Bond qui va aller de haut en bas et qui va donc détailler son corps comme si elle-même était un objet. Comment est-ce qu'on filmerait ça en female gaze? Tout simplement, on serait du point de vue, par exemple, d'Halle Berry. On n'aurait pas des gros plans sur son corps dénudé, mais peut-être qu'on la verrait en train de marcher, que ça pourrait être un plan beaucoup plus large et que ça ne la sexualiserait pas. Donc c'est ça, en fait, l'idée. C'est à travers la mise en scène, on peut donner des impressions très différentes et on peut vous donner l'impression d'être avec quelqu'un ou de la regarder au loin à son insu. Et Daniel Craig qui sort de l'eau dans Casino Royale, de la même façon, et qui était une sorte de clin d'œil à ce genre de scène. Est-ce que c'est du... Ça reste du male gaze, en fait. À partir du moment où un regard objectifie et regarde quelqu'un à son insu, vous met dans la position de voyeur, c'est du male gaze. Donc l'idée du female gaze, c'est de se dire, on peut avoir des codes érotiques aussi qui sont différents. C'est-à-dire que nous, on apprend que de désirer, c'est regarder quelqu'un à son insu, lui voler quelque chose, prendre quelque chose, la regarder ou le regarder comme un objet. Et le female gaze, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, on apprenait à désirer en regardant l'autre personne comme un sujet, à regarder l'autre personne à égalité, à verbaliser un consentement et à pas voler en fait, à travers la sexualité. Et par exemple, justement, pour Wonder Woman, vous expliquez une autre présentation du personnage qui, elle, sort du... Enfin, je vous laisse éventuellement le dire, mais qui sort du sol au lieu d'être filmée de haut en bas ou de bas en haut. On la voit... agissante directement. C'est très puissant dans le Wonder Woman, le premier. En fait, la manière dont elle est filmée une fois qu'elle revêt le costume de super-héroïne, c'est qu'elle sort d'une tranchée. Et quand elle sort de la tranchée, on n'a pas un panoramique qui va de haut en bas. On va d'abord filmer les attributs de Wonder Woman, donc ses bottes, son lasso, le truc qu'elle a sur les poignets, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et voilà, et ça va être surtout un corps en action. C'est-à-dire que sa toute puissance, il va y avoir un dézoom, donc tout d'un coup on va la voir au loin et elle qui arrive vers nous comme si c'était une armée qui arrivait vers nous. C'est des images extrêmement puissantes et ça c'est la mise en scène qui traduit sa force et sa puissance. Donc c'est pas la réduire à un objet, la réduire à l'objet sexuel qu'elle pourrait être avec sa tenue, mais de montrer que c'est vraiment un sujet en action qui arrive jusqu'à nous.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans le regard féminin, une révolution à l'écran, c'est au-delà du propos du livre qui est évidemment passionnant, c'est que, alors vous donnez une définition du female gaze qui est relativement nouvelle, et en même temps, ça permet aussi finalement d'importer ces concepts de male gaze et de female gaze des États-Unis qui apparaissent dans les recherches universitaires aux États-Unis et je pense dans la critique américaine depuis plusieurs années. Et en France, c'est quelque chose tant du côté de l'université que du côté de la presse qui est relativement absent. On est quand même dans une culture de la critique 100% esthétique et qu'on a beaucoup de mal à lier avec d'autres éléments qui sont la politique, les gender studies et qui pour moi sont indissociables en fait. Et c'est quelque chose qui est, auquel la critique française de mon point de vue est très réticente. Et on l'observe d'ailleurs avec la sortie de votre livre, c'est que on en parle, en tout cas, nous, on en parle énormément entre nous. On est ravis que ce livre sorte. Et en même temps, on sent qu'il y a une forme de réticence de la part de certains critiques qui se disent oulala, on vient mettre le nez dans nos affaires. Et nos affaires, ça consiste en fait plutôt à dire que le cinéma, c'est de l'esthétique, point, et ça ne va pas au-delà. Le cinéma n'est pas politique, ce qui est absolument antinomique, puisque la politique, tout est politique, comme le dit très bien Adèle Haenel. Tout est absolument politique. Et surtout la culture et surtout le cinéma. Et du coup, c'est intéressant de voir que finalement, ces réactions un peu réticentes, elles montrent bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose et en même temps au moment où finalement on est peut-être prêt à entendre ça. Et il est temps que cette nouvelle manière d'envisager le monde, d'envisager le cinéma et d'envisager la critique arrive et qu'on puisse finalement enrichir notre manière aussi de percevoir les œuvres et de les envisager. C'est pas vraiment une question. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, évidemment, l'esthétique, c'est politique. Ça, c'est la base du cinéma. Donc, ça veut dire que quand on met en scène quelque chose, il y a un message derrière la mise en scène et que certaines personnes n'ont pas envie d'interroger ces messages-là, mais que ça conditionne notre inconscient et même notre conscient. Donc, forcément, les images ont un impact sur nous, spectateurs, spectatrices. Après, en France, il y a une vraie résistance au concept de genre. Qui est partout dans la société et pas que dans la critique et pas que dans le milieu du cinéma. Ce que j'essaye de montrer avec mon livre, c'est que je ne parle que d'esthétique en fait. Je ne parle que de mise en scène, je ne parle que de la manière dont on filme les corps et je n'impose pas quelque chose au film, je regarde ce que les films me racontent à moi. Donc ceux qui ne comprennent pas la démarche, je ne sais pas quoi leur dire. Je trouve ça dommage parce que c'est juste un nouveau regard sur des œuvres et je pense que c'est un regard qui ne peut faire qu'enrichir les choses puisque si ça provoque un débat et un dialogue, je trouve ça intéressant. Mais le fait qu'il y ait une telle résistance, ça raconte autre chose. Et je pense que ça raconte quelque chose d'intime, honnêtement, et je pense que ça raconte quelque chose de très personnel. Parce qu'à partir du moment où on commence à questionner comment on a construit notre regard et donc comment on a construit notre désir, on doit se remettre en question complètement sur nos rapports aux autres et le rapport qu'on entretient soi-même avec le désir et l'esthétique du désir. Donc il faut remettre en question la domination. Et ça, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de violent pour tous et pour toutes. Mais ce que j'essaye vraiment de montrer avec ce livre, c'est que ce travail de déconstruction, si on le fait, c'est quelque chose de positif parce qu'on découvre des nouveaux films, parce qu'on découvre des cinéastes qui ont disparu de nos histoires, parce qu'on découvre des images qui peuvent changer les vies et que c'est, au-delà de tout ça, c'est joyeux et c'est positif et que ça n'enlève rien à ceux qui ont encore envie de prendre du plaisir en regardant des agressions sexuelles, ça les regarde, mais de leur dire, regardez, il y a d'autres manières de filmer le sexe qui peut être aussi des manières extrêmement joyeuses et égalitaires et renouveler les codes. Et donc pour moi, tout ce qui est invention ne peut être que positif. Donc je pense que ceux qui sont en résistance, ça parle surtout d'eux, ça parle pas tellement de mon livre.
On revient surtout à l'accusation de censure perpétuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui veulent caricaturer un petit peu, par exemple, le livre d'Iris Brève vont dire que voilà, c'est une demande de censure, c'est de la moralisation. C'est pas du tout ça, justement. C'est en fait multiplier les points de vue et puis surtout revisiter des films, re-regarder des films. Moi, il y a des films que j'ai re-regardés parfois où je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a 10 ans, je l'avais pas du tout regardé comme ça. Et ça, je trouve que c'est un travail intéressant de re-regarder des films en voyant d'autres choses. Est-ce que ça veut dire qu'on censure, qu'on dit qu'on ne doit plus le faire ? Non, mais il faut être conscient en fait de ce qu'on regarde et comment on le regarde et comment ça a été filmé, comment ça pourrait être filmé autrement. Et moi, je trouve que c'est un débat passionnant. Donc, en fait, ceux et celles qui ne veulent pas entendre ça, c'est de fermer un débat, c'est de ne pas vouloir avoir ces débats, de ne pas vouloir voir d'autres regards. Mais finalement, ça appuie sur l'importance de la question. Oui. Le fait qu'il y ait en général des réactions un peu réticentes, oui, un peu crispées, finalement, ça met le doigt sur quelque chose aussi. Et ça veut surtout dire qu'en tout cas, pour moi, la censure, elle vient de ces personnes-là et pas l'inverse. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on entend toujours, mais vous voulez censurer, etc. Et non, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En plus, sur un autre sujet, là, on est sur le sujet de la critique et de la manière de filmer. Sujet, mais pour moi, justement, là, on demande une multiplicité de regards et de manières de filmer. On redécouvre des choses et c'est pas du tout une dynamique de censure. Et ceux qui veulent voir de la censure, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir ces débats-là. Ils veulent pas ouvrir ces débats-là. Et on parlera après des critiques de cinéma, une partie du monde de la critique du cinéma, mais moi je découvre un petit peu ceux qui veulent réduire ça à de la demande de censure, alors que c'est pas du tout de la demande de censure, justement. À partir du moment où il y a un point de vue nouveau qui émerge, alors nouveau, si c'est les années 70, c'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas à partir du moment où ce point de vue est mis en avant, on peut faire le choix de l'occulter ou on peut faire le choix de le considérer. Mais à partir du moment où on peut pas rester dans une neutralité. Et c'est vrai que de faire le choix de faire l'autruche, entre guillemets, de refuser d'écouter qu'il y a une autre possibilité, en tout cas c'est aussi un choix, comme vous disiez, et politique et moral, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on fait le choix de refuser d'écouter qu'une autre voie est possible. Ou alors on peut considérer qu'elle existe et à partir de là, créer à partir de ça. Ce qui est en l'occurrence encore une autre échelle. Mais il y a une question qui a beaucoup animé le chat parce qu'elle revient beaucoup, c'est sur le choix d'appeler ça male gaze et female gaze. Beaucoup de gens disent mais pourquoi c'est forcément male égale objectifié égale voyeur et les femmes seraient... Oui. Est-ce qu'il fallait pas choisir d'autres mots ? Alors moi j'essaye d'être dans la continuité de l'essai de Laura Mulvey. Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi le regard masculin, donc le male gaze ? C'est que c'est 90% des films, en fait, c'est absolument partout, tout le temps. Et elle, quand elle écrit son article, elle se base sur le cinéma hollywoodien des années 50 qu'elle analyse. Et c'est vrai que moi, j'ai regardé beaucoup de films. Et dans la plupart des cas, même dans les films parfois qui sont féministes, quand on voit le héros qui commence à désirer le personnage féminin, il va être filmé de manière différente. Tout d'un coup, on a l'irruption du male gaze. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le male gaze ? C'est parce que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard du héros masculin. C'est-à-dire que la caméra décide toujours d'être le relais du héros et pas du personnage féminin. C'est pour ça qu'on appelle ça le regard masculin. C'est parce que c'est qui regarde dans l'action et la plupart du temps, la personne qui regarde, c'est l'homme dans les films. Au moins, ça clarifie. Ouais. Oui, moi je voulais revenir sur une chose dont vous parliez, c'est peut-être pour redonner un peu de joie, parce que je sais que c'est un terme que vous utilisez beaucoup et que j'apprécie énormément, c'est comment le spectateur doit se sentir concerné, parce que c'est les spectateurs qui sont peut-être réfractaires à tout ça. Ce que je peux comprendre, je fais une petite parenthèse, c'est que le cinéma, c'est avant tout, on est un peu voyeur quand on regarde un film. Enfin, c'est un peu toutes les théories du cinéma, c'est la scopophilie, c'est le plaisir de voir, le plaisir d'être voyeur. Donc ça remet un petit peu en question les bases même de notre manière de voir les films et de voilà. Déjà, moi je pense que c'est peut-être pour ça que ça énerve un petit peu ou que ça bouleverse un peu. Pour revenir dans quelque chose d'un peu plus positif justement, c'est quel rapport crée ce female gaze avec le spectateur ? Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Parce que vous dites que notamment il crée de l'égalité avec le spectateur, il crée de l'adresse au spectateur. Et j'ai une autre question, mais je me permets tout de suite, pardon si ça fait un peu beaucoup, c'est que sur Portrait de la jeune fille en feu, qui est donc un film de female gaze, beaucoup ont parlé de froideur, notamment dans la réception critique française, on parlait de se sentir à distance justement des personnages. Donc comment vous expliquez à la fois que le female gaze soit quelque chose qui essaye de créer une connivence avec le spectateur, de dire voilà je suis avec toi, je te regarde, je te souris, je te fais rire, et en même temps cette impression de froideur qu'on peut ressentir, que certains ont ressenti en voyant Portrait de la jeune fille en feu. Je pense que certains qui ont ressenti cette froideur, c'est parce que c'est tellement nouveau qu'on n'a pas l'habitude.
Et c'est pas grave de ressentir de la froideur. Et ça veut pas dire qu'ils sont... Enfin, j'ai envie de leur dire, revoyez-le. Que ça fait partie d'une éducation en fait aux images, et on s'habitue tellement à voir des films d'une certaine façon que parfois on est un peu décontenancé quand c'est pas les codes auxquels on s'est habitué. Donc quand on a un film avec 2 héroïnes lesbiennes, on a tellement l'habitude d'avoir des grandes scènes de sexe lesbien qu'on se dit on attend la scène, et elle vient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On a tous nos codes, et donc quand on est déçu parce qu'un film ne va pas dans le sens des codes auxquels on est habitué depuis toujours, tout d'un coup, il y a un manque. Et il faut aller au-delà de ce manque et de se dire qu'est-ce qui est proposé à la place ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées à la place par ce film. Et donc, oui, vous pourrez toujours être dans la position du voyeur qui va voir son film et qui prend du plaisir à être dans cette position-là. Ça existera toujours, et ces films-là existeront toujours. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi aller voir des films et ne pas être dans cette position de voyeur. Et donc, vous parlez du film de Céline Sciamma. Par exemple, dans le film de Céline Sciamma, à la fin du film, il y a un homme qui réapparaît. Ce plan-là, pour qui est-ce qu'il est ? Il n'est pas pour les personnages à l'intérieur du film, il est pour vous dans la salle. C'est un clin d'œil à vous. Et du coup, si vous le recevez, vous allez vous mettre à rire. Et ça, c'est joyeux, parce que tout d'un coup, c'est une dialectique, c'est un dialogue qui s'installe entre le ou la cinéaste et son public. C'est dire, je crée et je pense à vous. Je fais ça pour vous. Et nous sommes à égalité dans cet échange. Et ça change beaucoup de choses, parce que la plupart des cinéastes, quand on voit leurs films, parfois on peut avoir une impression de surplomb, comme s'ils nous prenaient un peu de haut. Et les films qui génèrent du female gaze ne font pas ça. Ils s'adressent tout le temps à nous et ils nous ramènent dans l'action. Et je parle d'une série qui s'appelle Fleabag, par exemple, qui utilise beaucoup l'adresse directe à la caméra. C'est-à-dire que l'héroïne regarde dans la caméra et nous parle à nous. Et ça crée un lien. Et c'est très joyeux. Et je trouve ça passionnant, parce que c'est des nouvelles manières de raconter des histoires qui prennent en compte le fait qu'elles sont regardées. Et vous voyez, cette dynamique-là de savoir qu'on est tous en train de se regarder, ça crée de l'humour souvent, et ça crée des images assez drôles et inédites. Et donc on peut se réjouir de ça. Il y a des questions sur le chat de votre regard sur Abdelatif Kechiche. Il fallait qu'on en parle à un moment, parce que c'est vrai que... D'ailleurs, lui, au départ, il ironisait sur ces termes. La première fois dans une interview, je crois, aux Inrecuptibles, on lui disait male gaze, il disait merguez, je comprends pas. Enfin, voilà. C'est aussi une vanne qui revient dans le chat, merguez, Chipola. Déjà, le fait d'entendre merguez à la place de male gaze, je pense que c'est une analyse psychanalytique intéressante. Après, pour Kechiche, ce qui est important, je pense, c'est de se dire que quand je parle de male gaze et de female gaze, je pars toujours d'un film et pas d'un nom et pas d'un cinéaste. Un cinéaste peut décider de faire des films male gaze, puis female gaze. Enfin, il faut réfléchir à des films en particulier. Donc, pour le cas de Kechiche, si on pense à ses derniers films, donc Mektoub My Love et le deuxième volet que moi j'ai pu voir à Cannes, là on est dans une manière de filmer le corps des femmes qui va se faire qu'à travers l'objectification des corps des femmes. Donc il dit qu'il adore filmer des femmes comme des gros culs. Donc ça, c'est sa liberté d'expression, et ça existe. Par contre, ce qui m'interroge, c'est dans la réception critique, c'est que personne ne se pose la question de « tiens, le corps des hommes n'est pas filmé comme le corps des femmes ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, spectateurs, spectatrices ? Ça veut dire que quand on regarde le film, on a l'impression que les femmes sont des objets sexuels qu'on peut prendre, mais que les hommes, eux, sont vertueux, sont les artistes, et ils ne sont pas filmés de la même manière. Et du coup, c'est l'asymétrie dans la manière de filmer les corps qui produit un message qui est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, et une différence de désir. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur, en tout cas qu'on puisse critiquer cet aspect-là quand on regarde la mise en scène de Kechiche, et de voir qu'il y a une différence de regard. Ou dans le premier volet de Mektoub My Love, quand Ophélie Beau est dans sa chambre et qu'elle se refesse sa couette, la caméra de Kechiche est sur le lit d'Ophélie Beau. Donc c'est pas un autre personnage qui regarde le personnage d'Ophélie Beau. C'est-à-dire que Kechiche nous dit « moi j'ai envie de me placer là
pour filmer ses fesses. Parce que l'action, en fait, elle se situe au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de filmer la manière dont elle fait sa queue de cheval. Il est juste en train de filmer ses fesses parce qu'il les trouve jolies. Et évidemment qu'il a le droit de filmer ça comme ça. Mais il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce que ça raconte comme projet. Et aussi, pourquoi est-ce que ça n'arrive jamais que les hommes soient filmés de cette manière-là ? Parce que si on filmait des hommes comme ça pendant 2h30, je me demande quelles seraient les réactions. Tu ne peux pas ne pas réagir, Johan, en parlant de Brad Pitt. Parce Oui, que là, je forcément, peux pas on a filmé Brad Pitt de cette manière-là. Ah oui, dans Tarantino, dans Once Upon a Time l'an dernier, le fameux retira le alors, bon, qu'on déjà, a tout apprécié, reconnaissons-le. Oui, et ça dure 30 secondes déjà. Donc je me demande, moi, ce qui se passerait si pendant 2h30, on voyait Brad Pitt en moule bite, qu'est-ce que ça produirait sur notre inconscient, sur notre imaginaire, sur la manière dont on parle aux hommes, qu'est-ce que ça produirait ? Ça m'intéresse pas tellement, en fait, de continuer à juste prendre du plaisir en objectifiant. C'est-à-dire que je pense que... Je donne cet exemple aussi dans le livre de Brad Pitt parce que ça arrive tellement rarement que pour des femmes qui ont un désir hétérosexuel, ça va être comme un clin d'œil et on se dit Exactement. Genre, ah c'est cool de voir ses abdos. Et puis ça participe à un imaginaire où Brad Pitt il fait partie de notre cinéphilie depuis des années. Mais en fait, ça produit rien de nouveau et c'est ça qui est un peu triste. Vous voyez, c'est qu'on filme le désir toujours de la même manière. Un mec qui enlève sa chemise sur un toit, c'est-à-dire qu'on nous a appris que ça, c'était sexy. Mais en fait, c'est assez ridicule. Ça fait un peu pub Coca, on a vu ça dans les années 90. Ouais. Ça fait partie de code esthétique qu'on connaît depuis toujours. Et donc, c'est pour ça que nous, ça nous réveille. On se dit, ah tiens, c'est le moment érotique du film. Mais en fait, ça pourrait être plein d'autres choses si Tarantino voulait réfléchir à la manière dont il filme les corps. Je pense qu'on va devoir enchaîner sur la prochaine partie. Juste, donc je rappelle le titre du livre, enfin on aura l'occasion d'en reparler sans doute. Donc Le regard féminin, une révolution à l'écran aux éditions de l'Olivier. Et donc on va parler de critique. Donc avant de te passer la parole, Léa, on va juste regarder un petit extrait de la série Stranger Things qui va un peu donner le ton de ce qu'on va aborder juste après. Headline, right? Hawkins rodents prefer poison. Nut job tells all. Guys, that's enough. I think this is big. Bigger than one article. In fact, I think this has got to be a book. Voilà, un extrait de l'épisode 3 de la saison 3 de Stranger Things. Du female gaze à la critique de cinéma, il n'y a qu'un pas. C'est un sujet que vous évoquez en conclusion de votre livre, Iris. Et là aussi, le sujet est on ne peut plus actuel, puisqu'une étude menée par le collectif 50-50, on y revient, vient de sortir, s'interrogeant sur la place des femmes dans la critique de cinéma. C'est une étude qui a été menée dans plusieurs pays européens, dont la France. Et c'est toi, Léa, qui t'es penchée sur le sujet. Tu vas nous faire un petit résumé de ce qui ressort donc de la parité dans la critique ou non. Oui, alors je vais essayer de vous résumer tout ça. Finalement, le résultat est assez probant. Donc, à l'occasion du Festival de Berlin qui s'est achevé le week-end dernier, le collectif 50-50, qui, je le rappelle, mène une réflexion et qui se bat pour l'égalité et la diversité dans ce qu'Aïssa Maïga a appelé ironiquement la grande famille du cinéma. Et dans lequel on retrouve par exemple parmi les signataires Aïssa Maïga, Céline Sciamma, Adèle Haenel, Rebecca Zlotowski, mais aussi des hommes comme par exemple Laurent Cantet ou Robin Campillo. Mais voilà, ils sont nombreux, elles sont nombreuses. A donc dévoilé une étude basée sur une analyse des critiques sur Allociné, qui se basait donc sur une période allant de mai 2018 à avril 2019 et qui fait état des tendances dans la critique de cinéma en Europe. Comme tu le disais Brigitte, le collectif s'est intéressé à 7 pays européens qui ont chacun une forte tradition cinématographique. La France, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et la Suède. Et ça permet donc de savoir aussi où se situe la France dans tout ça. Alors la tendance globale, c'est quand même que la critique, c'est un milieu très masculin partout en Europe. La France se situe en 3e position. En matière de parité, elle arrive 3e avec 31% des critiques qui sont écrites par des femmes. Contre, elle n'arrive pas très loin derrière l'Italie qui se situe en première position avec 33% des critiques qui sont écrites par des femmes et l'Allemagne où 32% des critiques sont écrites par des femmes. À distinguer un petit peu du chiffre du pourcentage de femmes parmi les critiques puisqu'elles sont 37%.
37% seulement, puisque si on compare avec les chiffres dans le journalisme, enfin en tout cas parmi les détenteurs de la carte de presse, il y a 47% de femmes, donc on est quand même beaucoup plus proche de la parité, selon l'Observatoire des métiers de la presse. Donc le constat est finalement sans appel. La critique est une profession indéniablement masculine. Et quelque chose qu'on remarque aussi, c'est que donc globalement beaucoup de critiques écrivent de manière occasionnelle. Souvent c'est des journalistes qui écrivent pour d'autres sujets et qu'on va appeler pour écrire une critique de cinéma. Mais c'est surtout le cas pour les femmes, puisque 72% des femmes ont écrit moins de 12 critiques dans l'année, contre seulement 68% chez les hommes. Et en moyenne, les femmes écrivent moins de critiques que les hommes, avec, pour vous donner un chiffre, 14,3 critiques dans l'année pour les femmes, contre 16,4 critiques dans l'année pour les hommes. Et troisième chose qu'on peut constater, c'est que parmi les titres un peu prestigieux, si on peut dire, c'est-à-dire les titres généralistes, les titres culture, ou les titres carrément spécialisés en cinéma, là on constate qu'il y a beaucoup plus de critiques hommes, tandis que parmi les titres télé et les titres qu'on considère comme des titres féminins, là on retrouve bizarrement une majorité de critiques femmes. Et concernant le genre des films critiqués, on constate que les films d'action, les thrillers et les drames, qui sont un peu considérés comme les genres nobles entre guillemets du cinéma, alors là ces films-là sont vraisemblablement plus susceptibles d'être critiqués par des hommes. En revanche, petite note positive pour terminer ce petit compte-rendu, on constate que le genre du cinéaste, a priori, ne semble pas influer sur la note critique. Comment on explique ça alors qu'il y ait beaucoup moins de femmes dans le milieu de la critique ? Est-ce que c'est un milieu qu'on pourrait considérer comme fermé, ou c'est peut-être au niveau des études, ou c'est moins ouvert ? Ah non, c'est très simple. Tout ce qui est féminin dans notre société a moins de valeur. Donc, on voit très bien qu'il y a 50% de femmes qui ont envie d'être journalistes et d'écrire. On voit qu'elles se tournent vers les séries télé, parce que là, les séries, c'est considéré comme moins noble, moins important, donc c'est dévalué. Donc, quand c'est dévalué, c'est plus ouvert aux femmes. Je veux dire, c'est la même chose avec l'histoire d'Hollywood. Hollywood, dans les années 10, dans les années 20, il y a une centaine de femmes qui travaillent en tant que réalisatrices, scénaristes, monteuses, etc. Après 1930, il ne reste plus que 2 femmes cinéastes. Vous voyez, il y a un moment, quand tout d'un coup ça devient une industrie et que ça produit de l'argent, toutes les femmes vont être virées. Donc c'est la même chose qui se produit dans tous les secteurs. À partir du moment où c'est valorisé, c'est considéré comme un milieu masculin, plus d'hommes vont aller participer. Donc le journalisme, la critique cinéphile est considérée comme masculine et elle accueille plus de plumes critiques d'hommes. Et certaines femmes qui arrivent à travailler là-dedans, on va leur demander d'écrire sur les comédies romantiques. Donc ça, par contre, c'est genré, c'est-à-dire que le Tarantino, on va le donner à un mec, et puis le film qui est réalisé par une femme ou qui parle d'intimité, on va le donner à la critique femme. Donc tout ça, ça reproduit juste le sexisme qui existe dans notre société. Donc la critique de cinéma, c'est comme partout, quoi. Je vais devancer une question qui va arriver, c'est pourquoi on se pose cette question ? Pourquoi c'est important, finalement, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui exercent dans le domaine de la critique ? Parce qu'on a besoin d'égalité. Donc, c'est-à-dire que si 50% de femmes ou d'hommes ont envie de faire un métier, ce serait bien que ce soit représenté. Donc, c'est la même chose dans les écoles de cinéma. On est à 51% de femmes qui veulent devenir réalisatrices dans les écoles de cinéma en Europe. Et en France, on tombe à 23% après. Donc en sortant de l'école, ça veut dire que y en a plein qui disparaissent et qui n'arrivent pas à réaliser leur premier film. C'est-à-dire que les femmes ont autant envie d'exercer ces métiers, c'est pas parce qu'elles sont moins fortes, c'est parce qu'il y a une discrimination liée à leur genre. Donc c'est problématique parce que, encore une fois, ça reproduit des systèmes de domination qui sont très importants. Et l'image qu'on a vue là de Stranger Things, est-ce que ça vous a rappelé des choses ? Est-ce que donc vous-même qui êtes critique, vous avez vécu ces situations où c'était un peu compliqué de s'imposer dans une moi, pièce ? Personnellement, j'ai jamais fait partie d'une rédaction. J'ai toujours écrit comme pigiste, donc de manière indépendante. Donc j'ai jamais ressenti d'exclusion dans les médias où j'ai pu travailler. Mais évidemment que je connais beaucoup de collègues féminines qui ont le syndrome de l'imposteur ou qui n'osent pas s'exprimer quand c'est un film important, qui ont du mal parfois à exister.
au sein de rédactions qui sont extrêmement masculines, mais c'est dans tous les métiers pareil, malheureusement. Alors, je disais, il y a beaucoup d'actualités qui entourent cette émission, qui font que le sujet était important à évoquer. Là, récemment, donc les Cahiers du cinéma ont été rachetés et quelques jours après, ça a provoqué la démission collective de toute la rédaction. Donc, c'est quand même quelque chose de très fort symboliquement, parce que les Cahiers du cinéma, c'est un des plus anciens magazines de critique. Enfin, vraiment, c'est peut-être le magazine le plus connu en France dans ce domaine. Donc, toute la rédaction s'en va. Et d'ailleurs, c'est une rédaction que vous évoquez dans votre livre à la fin, qui était aussi assez masculine. Donc là, on va peut-être rouvrir, je ne sais pas, une nouvelle page. Là, c'est difficile de répondre à cette question, mais ça s'est passé là, il y a 2-3 jours. Je pense qu'il y a un tournant vraiment à prendre et j'espère que ça ne va pas faire comme les Césars, c'est-à-dire que j'espère qu'ils ne vont pas reproduire les mêmes codes qui étaient déjà en place et qu'on va... Donc les personnes qui sont maintenant détenteurs des Cahiers du cinéma, c'est une vingtaine de cinéphiles, dont 18 hommes. Il va falloir voir quelle équipe ils mettent en place et je pense que la critique aujourd'hui a vraiment besoin d'un renouvellement profond pour intéresser les gens. Parce que les personnes qui lisent les Cahiers du cinéma, c'est vraiment une frange très minoritaire des cinéphiles, aussi parce que c'est une critique qui nous parle en surplomb et qui ne s'adresse pas de manière horizontale à leurs lecteurs et à leurs lectrices. Et on a besoin d'une critique qui soit plus inclusive, qui réfléchisse de manière collective et qui ne soit pas que... Vous voyez, il y a des chapelles en fait dans le monde critique. Donc on aime certains cinéastes, on en revient toujours à la nouvelle vague, à la politique des auteurs, mais il faut absolument que ces milieux-là, ils s'ouvrent aussi à toutes les questions qui sont contemporaines et que ça fasse partie de l'exercice critique, parce que l'exercice critique, c'est quoi ? C'est quand même son ressenti subjectif sur une œuvre. Donc on parle de nous quand on est critique. Notre goût, il est formé par plein de choses. Il n'y a pas un goût universel, où il n'y a pas une manière d'aimer un film. Et donc c'est cette réflexion qu'il faut mettre en avant et cette diversité de points de vue dont on a besoin. Parce que la critique est majoritairement masculine et elle est aussi majoritairement blanche. Donc ça conditionne la manière dont on voit les films. Oui, et puis il y a un lien de cause à effet entre... la critique et les films qui ensuite resteront dans les mémoires, dans l'histoire. Moi, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, par exemple, par rapport à Portrait de la jeune fille en feu, le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de César, je me dis, c'est dommage parce que pour moi, c'est un film important par rapport à tout ce qu'on disait sur le female gaze. Et peut-être qu'on le retiendra moins qu'un autre film parce qu'une partie de la critique ne l'a pas compris, parce que les Césars ne l'ont pas reconnu. Il y a ça aussi qui est en jeu. On parle souvent du fait qu'il y a des images manquantes, de l'invisibilisation des femmes dans le milieu du cinéma, et ça passe aussi par là. On n'a pas su saisir l'importance de telle ou telle cinéaste femme, parce que voilà, la critique était peut-être... Les critiques font aussi la postérité un peu. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un énorme pouvoir finalement des critiques en France. Il y a une tradition de la critique, et du coup il y a un énorme pouvoir des critiques par rapport à finalement ce qui va rester. Et je pense qu'il n'y a rien d'immuable, et je pense qu'on pourra toujours réécrire l'histoire. Mais c'est vrai que là, avec les Cahiers du cinéma par exemple, on est un peu à un moment charnière où on se dit finalement, c'est peut-être le moment de s'engouffrer dans la brèche pour donner la parole à un autre type de critique et à d'autres personnes qui pourront construire un regard différent et nous laisser peut-être une trace aussi différente. Et l'envie de garder en mémoire des œuvres différentes. Ça, c'est une question importante. Qui écrit l'histoire et qui valorise les films ? Et quels films sont valorisés ? Je veux dire, pour Portrait de la jeune fille en feu, c'est pas grave, parce que le reste du monde a compris le film, l'a reçu, et le film est énormément vu aux États-Unis. Donc ça raconte quelque chose de notre pays et de la résistance de notre pays à certaines œuvres. Mais ça va prendre des années, en fait. C'est des automatismes qui se mettent en place. Et il faut se poser la question de qui sont les personnes qui décident de qu'est-ce que c'est qu'un bon film. Et je pense que les spectateurs, les spectatrices doivent aussi se sentir inclus dans ces débats critiques. J'ajouterais quelque chose, c'est peut-être un peu pour répondre au chat, parce que le chat pense qu'on a été pris en otage de ce plateau. Donc non, mais parlez, je vous en prie. Non, mais je précise, les gens s'inquiètent pour nous. Donc tout va bien. Ils sont consentants. Après, on a prévu de les torturer. Tout à fait. Non, mais c'était pour ajouter quelque chose à ce que vous disiez, mais pour donner un exemple justement d'un point de vue masculin. Pourquoi c'est important ce qu'on est en train de dire ? Il y a un film qui va
sortir, on en reparlera, qui s'appelle Be Natural, qui est un documentaire sur Alice Guy, dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Voilà. Et en fait, quand on découvre le film, j'étais hyper ému. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail pour dire, en fait, on vous a appris depuis que vous êtes tout petit que c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. Et ben non, en fait, il y a cette femme qui a été la première cinéaste, pas la première cinéaste, la première cinéaste tout court. C'est-à-dire qu'elle a inventé la fiction au cinéma. Et je n'avais jamais entendu son nom. Et pour moi, c'était les frères Lumière, Gaumont, Pathé, etc. Méliès, etc. voilà. Et en fait, c'est ça ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont effacé ces gens-là des mémoires. Et en fait, si on remet un tout petit peu d'équilibre, on ne dit pas qu'il faut effacer nous ou tuer les hommes, on veut juste rééquilibrer pour qu'il y ait une histoire collective qui soit à peu près et que penser ça, c'est pas un truc comme femme. C'est pas grave, oui. C'est que beaucoup d'hommes peuvent dire ça et beaucoup de femmes peuvent être en désaccord avec ça. Enfin bon, voilà, c'est pas un débat qui est genré. C'est-à-dire que aujourd'hui, je crois que n'importe qui peut dire que oui, le monde de la critique du cinéma, le monde du cinéma et beaucoup d'autres secteurs ne sont pas assez paritaires, ne sont pas assez divers, ne sont pas assez représentatifs de toute la société. Et c'est pas que le cinéma, et c'est pas que le monde du cinéma, mais ce sont des lieux de pouvoir qui produisent les images que voient les gens, et on en parle depuis tout à l'heure. Donc je crois que c'est pas, y a pas à dire, il y a 2 hommes là sur le plateau qui sont pris en otage, c'est pas du tout. Mais pourquoi on peut penser ça en étant un homme, ou on peut ne pas penser ça en étant une femme, on peut être contre ces débats en étant une femme, enfin bon, mais c'est un débat qui est intéressant, en tout cas, de dire que ce monde-là, il représente pas toute la société. Et on parle de la parité, mais encore une fois, il y a les questions de diversité, de représentation, là aussi, de la société, de toute la société. Et j'ajouterais, parce que c'est des questions qu'on se pose aussi sur le plateau de notre émission, parce que c'est dans Karine, ils disent Allociné, ils donnent chaque fois des leçons, machin, etc. Et c'est des questions qu'on se pose depuis le début de la saison, en disant on a peut-être un plateau trop masculin aussi. En tout cas, pas égal. Enfin, voilà. Et c'est des questions qu'on se pose et il faut savoir se remettre en question. Voilà. Oui, on a renversé la proportion. C'est vrai que toutes les semaines. Nous, maintenant, on revient toutes les semaines. semaines. Ça y est, moi je suis bien là. Le paradoxe que je relève par rapport aux réactions que tu as pu nous remonter, Johan, c'est que tout à l'heure, on nous a reproché d'être tous d'accord autour de la table et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour faire le contre-pouvoir, entre guillemets. Et là, on nous dit que on serait tous... comment dire je m'embrouille avec tout ça. Ouais, voilà, comme quoi on peut avoir effectivement être des hommes et des femmes à défendre effectivement des points de vue où, malgré tout, avec des sensibilités différentes, mais qui se retrouvent sur quand même une réflexion, en l'occurrence. Par ailleurs, j'espère quand même que l'égalité homme-femme, ou que la représentation des hommes et des femmes, des personnes blanches et non blanches, que tout ça, c'est quand même en fait un sujet assez consensuel, j'espère. Que quand on parle de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, j'espère quand même que c'est un sujet... c'est pas pour ou contre les violences sexuelles, vous voyez. On est bien d'accord. Donc, non, mais il faut le dire aux gens qui nous regardent, que là-dessus, oui, pour la pluralité du débat, mais il ne faut pas non plus dans des questions absurdes, le racisme pour ou contre, les violences sexuelles pour ou contre. Donc voilà, je voudrais juste rappeler ça quand même. Et puis pour le coup, pour revenir à Alice Guy, ça, ce sont des faits. C'est-à-dire que ce n'est pas des opinions, il n'y a pas à avoir de détracteurs. C'est-à-dire qu'il y a une femme cinéaste qui a existé, on a les images, on a les films, elle existe, elle a fait ça. Et on a effacé son œuvre parce qu'elle était une femme, on a ses mémoires. Donc tout ça est écrit noir sur blanc, les films existent, ces images, elles nous émeuvent. Regardez Alice Guy, c'est génial, c'est plein d'humour, elle s'adresse à nous tout le temps. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est ça la censure. C'est pas Polanski, c'est Alice Guy la censure. Pourquoi est-ce que tout le monde ne connaît pas le nom d'Alice Guy ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas enseignée ? Pourquoi est-ce que vous, qui vous intéressez au cinéma et aux images, alors que vous faites cette démarche-là, vous n'avez jamais entendu parler d'elle ? Vous voyez, la censure, elle est du côté de ça. Et c'est très, très grave. Parce que du coup, on loupe plein de choses. Parce que découvrir le cinéma d'Alice Guy, c'est plein d'émotions. Et c'est très, très joyeux, encore une fois. Alors que voilà, vous avez le choix entre quelqu'un qui va parler d'une femme enceinte qui adore mettre des objets phalliques dans sa bouche. Ça, c'est Alice Guy. Puis vous avez des mecs qui veulent filmer des trains. Donc vous avez envie de voir quoi ? Vous pouvez voir les deux. Mais en tout cas, ça existe aussi. Et personne ne vous l'a dit. Donc allez regarder Madame a ses envies si l'arrivée en train en gare de la Ciotat existe aussi. Vous voyez, on va pas vous enlever les frères Lumière, mais c'est juste de vous dire qu'à la même époque, il y avait quelqu'un qui racontait un truc totalement différent et que c'était très subversif et que c'était plein d'humour. Il s'agit d'additionner et pas de soustraire. Exactement. Moi, ce que j'aimerais censurer. Voilà, et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que quand vous voyez des hommes en plateau qui écoutent, pourquoi est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont pris en otage ? Voilà. C'est une bonne remarque aussi. Alors, les critiques, ce sont aussi les personnes qui parfois posent les questions en interview. Enfin, chez Allociné, c'est un peu particulier parce qu'on est journaliste cinéma, mais on n'est pas critique. Mais on a retrouvé une séquence qui va
a un peu illustré aussi ce débat sur pourquoi c'est important d'avoir une parité dans la critique et dans le journalisme de cinéma. C'est donc une interview de Scarlett Johansson où les questions sont très orientées. Donc je pense qu'en régie, on va pouvoir envoyer ça. Et alors, ça n'est pas sous-titré, mais on vous donnera ensuite une petite traduction de ce qui se dit. Undergarments, if you You're will. like the fifth person that's asking Well, no, that to me. because What is going on? Since when did people start asking each other in interviews about their underwear? No, because it is such a skin tight. Here's I'll why. leave it up to your imagination. Oh, see? Okay? Is that... Whatever you feel like I should be wearing or not wearing under that costume. This is not a... Is what I... Is it inappropriate? To ask somebody what kind of underpants they wear? Donc, en gros, on lui a posé une question sur ses sous-vêtements dans le film. Voilà. Et bizarrement, on n'a pas posé la question à son voisin. Hein. Donc, évidemment, elle réagit fortement parce que voilà, il y a des questions qu'on ne poserait pas à un homme et qu'on lui a manifestement posées systématiquement pendant ses journées presse. Voilà. Donc, c'est parce qu'elle porte une tenue moulante dans le film, on lui demande si elle avait des sous-vêtements ou comment elle faisait pour porter ses sous-vêtements. Voilà, donc si vous vous posez la question de ce débat, ça l'illustre. Et on a une autre vidéo, voilà, qui dans la continuité de cette interview. Alors là, je vais juste vous situer un tout petit peu. En fait, la journaliste a eu l'idée d'inverser les questions. Donc les questions qu'elle aurait posées donc il me semble que c'est à nouveau Scarlett Johansson. C'est Scarlett Johansson et Mark Ruffalo. Voilà, Mark Ruffalo. Elle a inversé les questions. Donc en gros, elle va demander à Mark Ruffalo ce qu'il va porter ce soir sur le tapis rouge. Voilà, je vous laisse regarder. Stuck with the same questions all the time. What diet are you on? Can you wear underwear under the Black Widow costume? We might mix it up a bit today and flip it around. So feel free to embrace your feminine side, Mark. I do every single day. And you've got the premiere tonight. So Mark, what are you wearing on the red carpet this evening? A suit. I'm wearing a suit, a Burberry suit. Lovely. Yes, as my tip of a hat to being in London. Is it a tweed suit? No, it's not Just tweed. a regular suit. Yeah, it's actually a midnight blue. I'm sure you'll look very spiffy. Thank you very much. And do you have any special poses for the red carpet that you know are just going to be so flattering? Always the hands on the hips. The hands on the hips, I think, is always a good pose. That shows off for your me. waistline. Yeah, yes. Is that one of the good ones? Sure. And then What are the other? what about over Can your? you give me some Do they ever tips? go, Mark, over your shoulder? And then I part my lips just at the very end. Wow. That one, you know. I see the girls do that a lot. That's great. They do this lip part at the very end of the. Wow. Yeah. And it's so voluminous. It allows your. Yeah, it's very, I don't know what it is. Yeah, suggestive sensual, kind of. Yeah. Bah, ça aussi, voilà, ce sont des images manquantes. Hein. Bizarrement, on pose jamais ces questions aux hommes. Donc voilà, la journaliste donc je resitue, a eu l'idée d'inverser les questions et du coup de demander ce que Mark Ruffalo allait poser, allait porter comme tenue à l'avant-première sur le tapis rouge et donc quelle pose il allait prendre. Voilà, là ça les amuse, mais c'est vrai que si on peut poser tout le temps la question à Mark Ruffalo, peut-être qu'il réagirait pas pareil. Et voilà, pour situer, ça c'est donc nous on en fait régulièrement des journées presse comme ça, ce qu'on appelle des junkets où voilà, ils vont rencontrer à la chaîne des journalistes qui leur posent tout le temps les mêmes questions. Et c'est vrai que quand on est sur les tapis rouges, on demande souvent aux femmes comment elles sont habillées, quels sont les couturiers qui les habillent. Sur le tapis rouge des Oscars, c'est limite la première question que les journalistes un peu mode vont poser et on ne le demande jamais aux hommes. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne façon de continuer ce débat sur la critique et aussi sur le sexisme. Et donc, on va enchaîner sur la dernière partie de ce débat, donc en recentrant sur un cas précis et sur votre enquête, Marine Turki, donc, qui s'appelle « Sexisme et misogynie plongée dans le masque et la plume », l'émission phare de France Inter. Donc, c'est une enquête que vous avez publiée il y a pile un mois sur Mediapart et qui fait aussi suite un livre qui a fait débat, voilà, celui d'Éric Nehoff, et j'étais venue en parler ici à la rentrée de septembre. Ça s'appelle Très cher cinéma français, et ce critique fait justement partie de l'équipe du Masque et la Plume. Vous en parlez beaucoup, Marine Turki, dans votre enquête, et il est, donc comme l'indique le titre de votre enquête, il y a beaucoup de sexisme, et c'est ça que vous avez cherché à pointer dans cette quinzaine de pages.
Alors, ce que je voudrais raconter déjà, c'est pourquoi on fait cet article-là. Et on fait cet article-là, pas parce qu'on se réveille un matin en se disant tiens, si on allait enquêter sur le masque et la plume, c'est parce que les auditeurs eux-mêmes et les auditrices de France Inter, de cette émission, ont massivement écrit, alerté à la médiatrice de Radio France, puisqu'à Radio France, il y a une médiatrice qui recueille un peu tous les courriers d'auditeurs et auditrices qui seraient contents, pas contents, qui ont des choses à dire. Et que parmi ces courriers, la médiatrice m'a dit avoir reçu depuis septembre, parce que j'ai interviewé depuis septembre, un grand nombre de messages qui se plaignaient notamment de commentaires sexistes ou misogynes de certains critiques de cette émission, qui est une émission culte. Il faut rappeler qu'elle existe depuis 1955, que c'est un peu la locomotive à audience, une des locomotives à audience de France Inter. 700 000 auditeurs, c'est ça. Ouais, et puis quasiment autant de podcasteurs. Donc c'est une grosse émission qui a un vrai succès et qui est un peu un rituel du dimanche soir pour beaucoup de gens. Donc c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant de s'y intéresser et de voir pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui disent là c'est pas possible en fait, on a des remarques sexistes en avalanche. Donc moi, qu'est-ce qu'on a voulu faire à Mediapart? Vous savez, on aime bien les faits, on aime bien vérifier. Et j'ai écouté 96 émissions, c'est long, parce que chaque émission dure 1 heure, pour vérifier. Voilà, j'ai essayé de vérifier tout simplement, est-ce que oui ou non, il y a du sexisme en avalanche, de la misogynie, etc. Donc j'ai écouté, alors il y a des émissions sur le cinéma, il y a des émissions sur le théâtre, il y a des émissions sur les livres qui sortent, c'est jamais les mêmes chroniqueurs, mais il y a une vingtaine de chroniqueurs. Et effectivement, ce qui se dégage, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des railleries beaucoup et une minoration des violences sexuelles, de la pédocriminalité. Il y a d'autre part un traitement différencié entre les actrices et les acteurs. Donc, quand on parle d'une actrice, elle va beaucoup être résumée à son physique, à son apparence, et à l'acteur, on va parler de son jeu, on va dire qu'il est profond, ambigu, émouvant, et elle, en gros, on va dire qu'elle est belle, elle est magnifique, ou qu'au contraire elle est moche. Parfois ils disent qu'une telle a un gros cul, parfois non mais c'est ça. Donc ça m'a interpellée aussi. Et puis il y a dans une moindre mesure des propos racistes ou homophobes. Et parfois aussi beaucoup de mépris de classe, voilà. Mais en tout cas pour ce qui nous intéresse là, le sexisme, moi ce qui m'a intéressé, c'est que si c'était de l'humour, comme se défendent certains critiques que j'ai interrogés, parce que j'ai voulu leur donner la parole, je ne me suis pas contentée de faire cette recension, je les ai interrogés, j'ai interrogé Jérôme Garcin, qui est l'animateur de cette émission, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, d'autres critiques un peu piliers de cette émission. Et c'est vrai que là où l'argument de l'humour il est inopérant, c'est que quand vous faites sans blague sur les femmes ou sans blague, etc., il y a un moment, ce n'est plus de la blague. Et l'autre argument, c'est de dire que ce serait des blagues si vous le faites autant sur les hommes que les femmes. Et ce qui se dégage de 96 émissions écoutées, c'est que c'est surtout les femmes qui sont ciblées par ces remarques et réduites à leur physique, alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire. Et puis surtout, la critique, elle peut être ironique, grinçante, acerbe, méchante, dure, sans être sexiste. Vous pouvez complètement faire une critique qui descend un film avec des arguments cinématographiques, par exemple. Et c'est un peu ce qu'on demande aux critiques de cinéma. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, par exemple, je prends un exemple pour que les gens qui nous regardent comprennent, la comédienne Marine Vact, qui a joué dans pas mal de films qui ont été chroniqués au Masque et la Plume, notamment Jeune et Jolie de François Ozon. À chaque fois qu'il est question de son film et d'elle, à chaque fois, c'est combien elle prend pour la nuit, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bonne, etc. C'est ça, en fait, les commentaires. C'est on peut douter, si on doutait de l'existence de Dieu. C'est ce genre de commentaires permanents. Et vous n'avez pas ça sur des acteurs hommes. J'ai relevé très très peu d'exemples. Donc c'est ça qui m'a interpellée. Et donc j'ai voulu faire cette recension avec le contexte. J'ai pas sorti du contexte des morceaux de phrases. J'ai mis le contexte et j'ai mis aussi quand parfois les critiques se corrigeaient les uns les autres. Il y a par exemple un critique qui s'appelle Xavier Le Herper qui régulièrement corrige certains critiques en disant là ce que tu as dit c'est raciste, là ce que tu as dit c'est misogyne. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont quand même alertes, mais il y a aussi des gens qui parfois, de manière moins intentionnelle, plus inconsciente, vont eux-mêmes relayer des stéréotypes sexistes. Et pour vous dire que voilà, c'est un vrai travail d'éducation, de pédagogie à faire et qu'on n'est pas tous, personne n'est à l'abri de relayer un stéréotype raciste ou sexiste et que peut-être juste il faut faire un petit peu attention de ne pas toujours viser les mêmes. Et c'est vrai que les minorités ou les femmes, etc., se prennent en général ce type de propos et j'invite vraiment les gens à aller lire l'article pour aller voir par eux-mêmes. Parfois, on a mis des petites pastilles sonores pour que les gens aient tout l'extrait. Je vous donne un exemple. Il y avait un livre qui était chroniqué, qui est celui de Catherine Pancol, qui traitait des violences conjugales, des femmes battues. Et vous avez un chroniqueur qui dit, qui tourne dans des régions le livre, qui moque le livre, qui le trouve ridicule, et puis qui dit que elles sont tellement bêtes, ces femmes battues dans le livre, qu'on est contente qu'elles soient battues. Il y a des réactions en plateau ce jour-là, mais ce chroniqueur va
tranquillement pouvoir revenir et faire sa chronique comme si de rien n'était. Ça va déclencher 3 mois de courrier des auditeurs à l'époque, c'est il y a quelques années. Et voilà, on passe à autre chose et personne se dit que peut-être, en fait, c'est problématique de parler comme ça des violences faites aux femmes ou d'autres fois de la pédocriminalité ou d'autres fois des violences sexuelles en général. Donc, il ne s'agit pas là non plus de censurer, mais de s'interroger, en fait. De s'interroger pourquoi, à chaque fois, il y a un flot de propos sexistes. Est-ce qu'on ne peut pas, en fait, parler d'un film, y compris descendre un film, sans être dans le propos misogyne ou sexiste? Il y a des femmes qui sont dans cette émission attaquées parce que femmes. Et puis, il y a la manière dont se comportent aussi les chroniqueurs avec les femmes en plateau. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. On cite dans l'article des exemples où beaucoup de blagues graveleuses ou sexuelles vont être adressées à des femmes. Il y en a aussi aux hommes, mais la plupart du temps, ce sont des hommes qui eux-mêmes vont répondre avec des blagues graveleuses, vont être dans ce jeu-là. Mais il y a des chroniqueuses qui ne sont pas sur ce mode-là, qui sont sur un mode où vraiment elles viennent faire leur chronique, etc. et qui se prennent des propos à connotation sexuelle. Et donc ça, c'est vrai que ça interpelle. Et je finis dernière phrase là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité de l'employeur qui est Radio France de ne pas exposer ses salariés, que ce soit en studio, en plateau, à des propos sexistes, racistes et compagnie. C'est-à-dire que la réponse de Radio France a été de dire que les gens qui sont choqués portent plainte. La justice, elle ne peut pas là-dessus tout régler. La justice, c'est une chose, mais la responsabilité de Radio France qui diffuse en libre antenne, c'est une chaîne de service public, ces propos, c'est quand même, ça pose question, et c'est cette question que je voulais poser avec cette recension. Et c'est là aussi que l'égalité et la parité est très importante, parce qu'il y a évidemment une corrélation entre le nombre d'hommes en plateau et à la fois le nombre de remarques sexistes et l'immobilisme aussi des gens qui sont autour. Parce que si, admettons, il y a une chroniqueuse face à 4 chroniqueurs, peut-être qu'elle va avoir envie de dire quelque chose et qu'elle va pas oser parce qu'elle sait que derrière elle va s'en prendre deux fois la même chose. Donc là, si on se retrouve d'un coup en plateau avec un plateau paritaire, même discussion que tout à l'heure. Non, mais finalement, c'est Jérôme Garcin, l'animateur de l'émission, le reconnaît dans l'article, puisqu'il a longuement la parole, et il explique qu'effectivement, le premier problème, c'est d'abord la parité dans les plateaux, parce qu'il a constaté, dit-il, qu'en août dernier, il y a eu 2 ou 3 plateaux de suite où il y avait que des hommes, des plateaux cinéma sur les sorties en salle, que des hommes. Et il dit là, j'ai senti l'ambiance un peu de vestiaire, de caserne, c'est lui qui le dit, et qu'il m'explique que ce jour-là, il n'y avait pas de femmes en plateau, il y en avait une qui était malade, il y en avait une qui n'était pas là. Donc, ambiance totalement masculine, et qu'il n'y avait pas la place peut-être à un peu plus de diversité, d'ouverture. Et effectivement, je m'aperçois dans cette recension que quand les plateaux sont plus mixtes, il y a moins il n'y a pas ces débordements, en fait. Il n'y a pas ces propos, c'est au contraire beaucoup plus fluide et moins insultant, en fait. Et ça peut être tout aussi... la critique peut être tout aussi aiguë et acerbe, etc. Encore une fois, c'est pas une question de polisser les choses et de dire on n'a plus le droit de dire ça et ça. C'est une question de pas attaquer systématiquement les mêmes, systématiquement les minorités, parce qu'il y a aussi, encore une fois, des propos homophobes dans cette émission parfois, des propos racistes, etc. Et ça change les ambiances. Et ça, c'est Jérôme Garcin lui-même qui le reconnaît. Alors, ils sont en train en ce moment justement de recruter des femmes, c'est ce qu'il m'a dit, qu'au moment où j'ai fait cette enquête, ils étaient en train d'être conscients de ce problème et d'ouvrir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions de cinéma, de critiques cinéma, à la radio, à la télé, qui ne sont pas comme ça. Qui sont sur le même modèle, on passe en revue les films, les sorties littéraires, les sorties, et qui ne sont pas comme ça. Donc on peut parler avec beaucoup d'humour, on peut vraiment se marrer sur un plateau, sans attaquer, sans verser dans l'attaque misogyne, l'attaque raciste, l'attaque homophobe. Et si je peux ajouter juste un truc, un exemple qui va dans ce sens-là, qui fera peut-être comprendre, parce que moi, ça m'est arrivé, alors pas sur des attaques, mais l'autre jour, j'écrivais un texte sur Once Upon a Time in Hollywood, et je dis avec le trop cool Brad Pitt, le génial DiCaprio et la sublime Margot Robbie. Et puis en l'écrivant, je me suis dit, inverse le truc, et si en tant qu'homme tu lisais quelqu'un qui met avec le trop sexy Brad Pitt, le trop beau Leonardo DiCaprio et la très intéressante Margot Robbie, tu dirais pourquoi elle me parle du physique de Brad Pitt, elle peut pas parler d'autre chose. Et voilà, c'est juste ça qu'il faut avoir en tête, et ça veut pas dire que c'est bien ou mal ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il faut juste prendre un tout petit peu de recul sur ce qu'on fait. Et voilà, on disait tout à l'heure, juste d'analyser par une autre grille de lecture, et d'un coup il y a peut-être des choses qui s'éclairent, et c'est juste ça. Et donc c'est pas forcément des attaques, c'est juste regarder les choses autrement. Encore une fois, il s'agit pas de dire qu'on n'a plus le droit de dire que les actrices sont belles, mais de constater qu'à chaque fois, on le dit pour les femmes et on le dit pas pour les hommes. Et on a le droit un petit peu d'un peu plus d'égalité. Et d'ailleurs, il y avait une auditrice qui comparait justement un film et la manière dont vous avez traité, je crois que c'était Marine Vax et Romain Duris, et il disait, Romain Duris n'a pas eu le droit d'entendre à quel point il était beau dans ce film. Vous voyez, si on renverse les choses. Donc l'argument de mon article là-dessus, c'était le traitement différencié entre les hommes et les femmes. Un peu plus d'égalité de traitement ferait pas de mal dans ces regards-là, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression parfois que cette émission, elle est coincée dans les années 50, en fait. Et parce que
j'ai écouté des vieux Masquer la plume pour me rendre compte s'il y avait une évolution ou pas. Et il y a certaines émissions où il y a très peu d'évolution en fait. Après, et on s'aperçoit aujourd'hui avec les recrutements un peu nouveaux, un peu plus jeunes, un peu plus paritaires, que ça change des ambiances d'émissions. Voilà. C'est vrai que l'effet de groupe, moi, ça me rappelle une comparaison. C'est-à-dire qu'on a des gens qui osent quand ils sont en groupe, et dès qu'on a la parité, forcément, on a quelqu'un en face de soi. Et là, forcément, il y a une retenue. Parce qu'on est quand même un groupe social avec des règles, etc. Et il y a beaucoup moins les gens sont beaucoup moins vindicatifs quand ils ont affaire face à face à la même personne. Et ça me rappelle exactement la façon dont les gens ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux ou ce genre de choses, où on est caché derrière ou un pseudo ou un compte Twitter ou etc. Et où je pense que beaucoup de sorties n'auraient pas lieu si c'était en face à face, en vis-à-vis. Et donc c'est vrai que casser l'effet de groupe pour assainir un petit peu les façons de faire, effectivement, je pense que ça ferait beaucoup de bien. Oui, je vous retrouve totalement là-dedans. Il y a parfois un effet de contamination dans cette émission, effectivement. C'est-à-dire qu'on sent que quand il y a certains éléments qui vont régulièrement faire ce type de ce qui s'appelle des blagues, derrière, certains vont enchaîner alors que eux, peut-être pris individuellement, ne seraient pas comme ça. Et il y a certains pour qui c'est tout à fait inconscient. Mais ce que je crois, c'est que quand 100 fois vous faites la même blague, par exemple, Eric Nehoff qui, dans son livre, met des propos ou recycle un peu ses pseudo-blagues qu'il y a dans l'émission, c'est quelque chose qui est complètement assumé en fait. On n'est pas dans le dérapage. Le dérapage, c'est quand une fois vous n'avez pas contrôlé, vous êtes sorti de route et que vous regrettez vos propos. Xavier Le Harper a regretté certains propos qu'il avait eus sur Caroline Fourest par exemple, et il le dit dans mon article. Eric Nehoff n'est pas dans le regret, c'est quelque chose qu'il assume, c'est sa vision politique, elle est dans un livre. C'est un personnage donc, aussi, presque. Donc voilà, alors c'est l'argument de Radio France de dire qu'on est dans un jeu de rôle, dans une émission. Mais le sexisme, c'est pas une opinion ou un jeu de rôle, c'est un délit. C'est sanctionné quand même dans le code pénal, dans le code du travail aussi, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc ça peut pas être considéré comme une opinion en soi, vous voyez, et surtout pas quand elle s'applique toujours dans un sens et à l'égard des mêmes. Donc voilà, en tout cas, moi je ne crois pas au dérapage. Je crois que c'est quelque chose, s'agissant d'Eric Nehoff, qui est complètement assumé et qui est répété. Je précise que Jérôme Garcin, après notre entretien pour cet article, a convoqué Eric Nehoff, c'est ce qu'il m'a dit, pour lui dire que voilà, ses propos, c'était plus possible. Je ne sais pas ensuite ce qui s'est passé, ce qu'il en est advenu, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a annoncé dans l'article. Peut-être on peut terminer sur une image, parce que c'est aussi un peu ça qui m'avait donné envie qu'on fasse cette émission, ce débat. C'est donc les images d'une fille facile, donc un film de Rebecca Zotowski qui est sorti à la fin de l'été, et justement il y avait eu une blague, voilà, entre guillemets, d'Eric Nehoff qui avait dit qu'on pouvait s'offrir Zaya pour une place de cinéma. Donc voilà, moi c'est en entendant cette phrase, j'avoue que je me suis dit, il y a un problème avec cette émission et il y a un problème de sexisme dans la critique. Donc voilà, je ne sais pas si on peut les avoir en arrière-plan, mais c'est donc un film avec Zaya, on la voit sur la plage et un peu dénudée. Voilà, on a coupé ces images. Non, voilà, j'ai coupé ces images. Si tout va bien, j'ai coupé ces images. C'est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes, qu'on aurait pu retrouver au César d'ailleurs, mais qui a été oublié des nominations. Et voilà, il a beaucoup fait parler parce que c'est le premier rôle principal pour Zaya, et donc ça a donné une émission particulièrement sexiste, on peut le dire, du Masquer la plume. Et donc voilà, indirectement, c'est grâce à cette émission qu'on s'est retrouvés aujourd'hui pour parler de tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur donc le female gaze, le regard féminin, que vous regarderez peut-être un peu différemment les films, vous interrogerez sur les critiques que vous lisez, les interviews que vous voyez, est-ce qu'on pose les mêmes questions aux hommes et aux femmes. Donc je rappelle la sortie du livre Le regard féminin, une révolution à l'écran aux éditions de l'Olivier, que vous signez Iris Bray. Vous êtes également l'autrice du livre Sex and the Série, également aux éditions de l'Olivier, et Marine Turki, journaliste à Mediapart, spécialiste des affaires de violences sexuelles et sexistes. Vous avez donc sorti cette longue enquête qu'on peut retrouver sur Mediapart, et puis donc c'est vous qui aviez révélé le témoignage d'Adèle Haenel début novembre et assuré donc le suivi de cette affaire ces dernières semaines et ces derniers mois. Je voulais m'adresser au chat qui regrettait qu'il n'y ait pas eu un vrai débat. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de choses dans le chat, justement. J'ai pas pu tout reprendre, mais il y a eu des fois des propos évidemment très agressifs. Donc peut-être que si on a ce débat, on mettra un contradicteur physique en plateau. Là, parce que globalement, on est à peu près tous d'accord, et surtout sur la bienveillance vers laquelle il faut aller. Moi, je comprends pas en fait. Un débat sur quoi ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on va débattre, comme Marine l'a dit. C'est-à-dire, les violences faites aux femmes, ce sont des violences. Un viol, ça s'appelle un crime. Il n'y a pas de débat à avoir sur ça. Ce qu'on propose, c'est de regarder les choses différemment. Il n'y a pas de débat à avoir sur ça. C'est une proposition qu'on fait. Les gens peuvent s'en emparer ou non. Personne n'impose rien. Donc c'est juste, je sais pas, c'est comme si on vous proposait plusieurs plats sur un menu et vous avez le choix de prendre un plat ou non. C'est juste vous dire ça existe si vous avez envie de vous intéresser à la cuisine russe. J'en sais rien. Enfin, c'est-à-dire que il y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction à avoir. C'est juste, c'est là si vous en avez envie. C'est tout. C'est quelque chose de très culturel, français, de vouloir quelque chose de binaire, pour ou contre, vous savez. Sur tous les plateaux, sur CNews, on va vous mettre Éric Zemmour, et puis face à lui, quelqu'un qui pense complètement l'inverse, quitte à ce qu'on laisse des outrances être dites en plateau et autres. Voyez, aux États-Unis, par exemple, quand nous, on était encore à débattre en France du principe même de MeToo, aux États-Unis, ils étaient déjà sur les limites ou l'impact de MeToo. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui, en fait, empêche d'aller en profondeur dans le débat en France, de pas vouloir, en fait, de vouloir juste être pour ou contre avec des gens qui s'engueulent. Mais là, je ne vois pas trop le pour ou contre, effectivement. D'ailleurs, je suis pas sûre que les défenseurs de Polanski auraient voulu être sur ce plateau, parce qu'encore une fois, ils sont dans l'idée que on essaie de censurer des choses, alors que ce qu'on dit, c'est tout l'inverse aujourd'hui. C'est qu'il y a des récits qu'il ne faut pas taire. Moi, je pense que aujourd'hui, les accusatrices de Roman Polanski ont autant que lui droit à la parole et qu'il faut entendre ces récits et qu'on les découvre aujourd'hui beaucoup trop tard alors qu'ils existent depuis des décennies. Donc je pense en fait que c'est bien aujourd'hui de pouvoir dire qu'il y a d'autres regards, qu'il y a d'autres choses et que ces récits, il faut pas les taire évidemment. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que dans votre longue enquête sur le masque et la plume, vous parlez longuement de J'accuse. Donc là aussi, une façon de boucler la boucle sur le traitement qui a été fait sur l'émission. Donc, voilà. Oui, parce que ça fait partie de ce que les auditeurs ont reproché beaucoup au masque et la plume, qui s'est vu un petit peu dans une bulle et qui n'a pas du tout parlé de ce qui se passait au même moment, c'est-à-dire ce gros débat sur l'homme et l'artiste, la séparation, et puis ce gros débat sur est-ce qu'on mentionne ou pas les accusations qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ont inspiré son œuvre. Pour terminer, et pour aller dans le sens d'Iris, on veut juste enrichir le menu. Voilà, c'est tout ça. Pour reprendre la métaphore du restaurant. Merci à tous d'avoir écouté cette émission spéciale. Enregistrée dans le cadre du Stream, le prochain numéro de notre podcast sera consacré aux vampires dans les séries. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.